Où va Vladimir Poutine? On continue de se poser la question, quelle est sa stratégie sur le terrain alors que son armée russe est bousculée par les forces ukrainiennes? Difficile de décoder la langue poutinienne. Hier, il se disait prêt à terminer l'opération spéciale, c'est son terme, au plus vite. Il parlait de négociations avant de dire 2 heures plus tard qu'il n'était pas prêt de quitter l'Ukraine. Écoutez. L'armée russe occupe de plus en plus de nouveaux territoires. Je tiens à attirer votre attention sur le fait que nous ne combattons pas avec toute notre armée, mais seulement avec la partie sous contrat. Bien entendu, cela est lié aux paramètres de notre armée et nous ne sommes donc pas pressés à cet égard de terminer l'opération spéciale. Alors, est-ce que le temps joue en faveur ou contre Vladimir Poutine? C'est la question. Je précise que le colonel Lefebvre est toujours avec nous, ancien directeur des études à l'école de guerre et ancien colonel de l'armée de l'air, auteur de Comprendre la guerre en Ukraine aux éditions du Net. Merci beaucoup d'être resté avec nous, colonel. Christian Megrelis, ancien conseiller de Gorbatchev, auteur du livre Le naufrage de l'Union soviétique, les choses vues aux éditions transcontinentales d'édition. Aline Lebail-Kremer, qui est cofondatrice du collectif Stand with Ukraine, Ulrich Buna, analyste géopolitique de l'Europe centrale, de l'Europe de l'Est, auteur de La guerre hybride en Ukraine, quelle perspective aux éditions du Cygne, et enfin Jean-Baptiste Noé, qui est cofondateur, qui est rédacteur en chef de la revue Conflit, expert en géopolitique et stratégie. Voilà pour les titres de nos experts en plateau. Nous sommes très heureux évidemment de vous avoir avec nous. Comment interpréter ce que vient de dire Vladimir Poutine? Est-ce que c'est une volte-face ou est-ce qu'on l'avait mal compris hier quand il avait dit qu'il était prêt finalement à quitter le pays et à négocier? Ulrich Buna? Non, mais je vous en prie, si vous le souhaitez. Poutine ment. Poutine n'est certainement pas prêt, en tout cas, à perdre la guerre. Ça, c'est une certitude. C'est ce qu'on sait. Après, quand il explique qu'il a tout son temps, qu'il va rester un peu beaucoup, enfin, quel crédit encore accorder à ce type de déclaration? Ce dont on est sûr, c'est que les chars russes sont toujours en Ukraine, c'est que les chars russes et l'occupation russe continuent de faire des victimes. Ce dont on est sûr, c'est que les Ukrainiens n'en veulent plus, qu'ils ont besoin d'armes pour les mettre dehors. Ça, on a cette certitude-là. Après, dans les messages qu'envoie Poutine, de toute façon, depuis des semaines et des semaines, c'est essentiellement à usage interne. C'est comment justifier son échec, parce qu'il y a quand même des voix, pas forcément pour de très jolies raisons d'ailleurs, mais il y a quand même des voix dissonantes qui émergent en Russie. Il y a quand même des critiques, il y a quand même un front qui est en train de se disloquer, et encore une fois, pas forcément pour de très jolies raisons, mais il a tout ça à gérer et à mettre en scène, et ce type de propos, c'est vraiment de la communication à usage interne pour maintenir l'aspect martial des choses, et que non, tout va bien madame la marquise, alors que très concrètement il s'est quand même pris quelques débâcles militaires sur le terrain, et que non, tout ne se passe pas comme il l'avait prévu. Ulrich Buna, allez-y, ensuite je tournerai vers le colonel Lefebvre. Non, effectivement, je pense qu'il n'y a pas eu vraiment de volte-face. Je pense que la raison pour laquelle il avait parlé de négociation, c'est parce que lorsqu'il s'est rendu donc, à ce sommet à Samarcande de l'Organisation de coopération de Shanghai, il est très clair que même publiquement, le Premier ministre indien et même le président chinois ont exprimé des réserves, je pense que c'est le mot qu'on puisse dire, sur cette offensive en Ukraine, et que donc, et notamment il avait été interpellé directement par le Premier ministre indien, M. Modi, qui lui avait dit que c'était pas le moment de faire la guerre, grosso modo. Et donc en fait c'est dans ce cadre-là qu'il a répondu effectivement... oui, effectivement, c'est pas le moment de faire la guerre, et nous allons grosso modo lancer un processus de paix, mais on ne peut pas le faire parce que ce sont les Ukrainiens. Donc, c'était une façon en fait de se dédouaner un petit peu vis-à-vis des pays avec lesquels il essaye de montrer qu'il est proche, et de rejeter la responsabilité de la guerre finalement sur les Ukrainiens et les Occidentaux. Et par rapport à ça, là où je vous rejoins complètement, c'est qu'effectivement, il y a d'une part, je pense qu'il est persuadé que le temps joue pour lui. Et d'autre part, il y a une volonté aussi de montrer que tout est absolument sous contrôle, et qu'effectivement les échecs qui ont été rencontrés par l'armée russe dans la région de Kharkiv sont grosso modo une simple péripétie. C'est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle, alors qu'on était en pleine débâcle russe à Izium, il a été pour les 750 ans de Moscou inauguré une grande roue dans le centre de Moscou. C'était une façon aussi de montrer que
voilà, grosso modo, la situation est sous contrôle. Lui n'est pas du tout inquiet. Et effectivement, si jamais il y a des problèmes, c'est dû à des sous-fifres, mais que lui garde la situation sous contrôle. Colonel, je vous voyais réagir en écoutant nos experts en plateau. Vous, comment vous analysez la stratégie de Vladimir Poutine et ses propos? Écoutez, moi je trouve que Poutine, comme toujours, s'adapte aux circonstances. Les circonstances, lui, sont défavorables, donc il va tenir un discours qui va minimiser l'échec actuel dans le Donbass et le fait que l'ensemble de l'opération en Ukraine ne se déroule pas correctement. Mais en même temps, il veut garder cette image d'opération limitée. Il ne veut pas employer le mot guerre, il ne veut pas recourir à la mobilisation générale. Ce serait contre-productif, la mobilisation générale, face à une avancée rapide des Ukrainiens, parce que la mobilisation générale, c'est un dispositif très lourd qui aura un effet dans quelques mois et pas immédiatement. Et immédiatement, ça risque même de désorganiser tout le dispositif militaire russe. Donc Poutine s'en tient à son narratif qui est de dire on fait une opération spéciale en Ukraine et on prend le temps. Et on le fait avec un effectif limité, il le dit dans son discours. Donc, il minimise et il espère que le temps va jouer en sa faveur, mais ça, c'est loin d'être certain. Christian Maigrelis. Oui, je pense qu'il ne veut pas perdre la face, d'une part. D'autre part, il n'est pas pressé, donc il donne à ses troupes l'ordre d'avancer doucement, mais sûrement, et il sait que la mobilisation générale déclencherait dans la population russe un raz-de-marée qui serait défavorable à sa réélection. Par conséquent, il ne va pas faire de mobilisation générale. Il faut qu'à Moscou, dans les grandes villes, la vie continue comme si il ne se passait rien. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'il peut tenir avec ses forces militaires actuelles s'il ne sonne pas la mobilisation générale? Il va tenir jusqu'à l'hiver et après on va se réorganiser au printemps. Il peut tenir 2 ou 3 ans, oui, bien sûr. 2 ou 3 ans? Ah oui. Ça fait déjà 6 ans que l'armée russe, d'une manière ou d'une autre, est dans le Donbass. Donc effectivement, d'ici un mois et demi, on va être au début de l'hiver qui va tout bloquer, il ne passera plus rien. Les choses. Et puis, il y a question de l'armement envoyé par les Européens. Là aussi, les chaînes de production risquent de bloquer. Oui, pour produire un canon César, il faut à peu près 2 ans. Donc, les armements, ça ne se décide pas comme ça d'un claquement de doigts. Il faut le métal, il faut la poudre, etc. Donc, les Européens ont beaucoup fourni. Mais les centres de production d'armement pour des Européens arrivent aussi un petit peu à bout, à saturation. Donc on ne pourra pas fournir des armes à l'Ukraine indéfiniment, parce que nous aussi, nous allons arriver à terme. Et donc, Vladimir Poutine compte aussi là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a différentes temporalités. Il y a la temporalité, on va dire, climatique. L'hiver arrivant, ça va geler les choses. La temporalité de l'armement, combien de temps les Européens pourront encore fournir l'Ukraine. Et puis, la temporalité russe, effectivement, que l'hiver peut être l'occasion de se réorganiser. Alors, il y a un événement, il y a un élément important extérieur qui est celui des sanctions. Alors pour le moment, à Moscou, à Saint-Pétersbourg, les sanctions, on rigole un peu, ça paraît irréaliste. Mais les choses vont évoluer doucement et je pense que dans 6 mois, les sanctions vont bloquer l'économie russe. Et ça, c'est important parce qu'ils ne seront plus dépendants ils seront dépendants de la Chine. Déjà, ils le sont beaucoup, et ils ne seront dépendants que la Chine. Et la Chine n'a pas envie de se mêler d'un conflit en Europe. C'est d'ailleurs intéressant de voir qu'un pays qui veut son indépendance à l'égard de l'Europe et qui veut sa souveraineté au niveau mondial le fait en passant par davantage de liens
avec la Chine ou avec l'Inde, qui sur le plan démographique et économique lui sont largement supérieurs. Bien sûr. La question de la mobilisation générale russe pose aussi la question de l'économie, parce qu'en fait ça coûte cher une mobilisation générale. Et on parle des sanctions qui commencent à produire de plus en plus leur effet, parce qu'en fait non, l'économie russe ne va pas bien, il y a des tas de secteurs qui sont en train de s'effondrer, et donc très concrètement, a-t-il encore les moyens ça coûte très cher de mobiliser toute la population, parce que pour l'instant, au passage, ce sont les plus pauvres et les minorités qui sont envoyées comme chair à canon sur le front. Donc à partir du moment où il va falloir mobiliser une classe, mais plus bourgeoise et plus élevée de Moscou, ça risque d'être une autre paire de manches, en effet. Et par ailleurs, sur la question de l'armement et de l'aide à la victoire ukrainienne, parce que oui, elle dépend de l'armement occidental et de l'aide militaire occidentale, il n'y a pas de rupture de stock. Il n'y a pas que l'Europe, il y a les États-Unis, il y a le Royaume-Uni, et par ailleurs, il y a eu des déclarations très claires cette semaine, notamment d'Ursula von der Leyen, et on a qualifié quand même ce bloc-là d'allié. Enfin, c'est fort comme mot. Les alliés intensifieront leur livraison d'armes à l'Ukraine. Donc il y a encore plein de stocks qui arrivent et qui vont faire sûrement, en tout cas je l'espère de tout mon cœur, que cette guerre prenne fin le plus vite possible avec une victoire ukrainienne à la clé. Au chapitre des armements, des équipements militaires, l'Ukraine a annoncé aujourd'hui avoir reçu pour la première fois, elle n'a pas encore reçu, ça va être livré dans les 2 prochains mois pour être très très précise, 2 systèmes anti-aériens. L'aide militaire vient des États-Unis. Écoutez la porte-parole du Pentagone. 2 batteries de missiles sol-air devraient être livrées dans les 2 prochains mois. Ces systèmes défensifs contribueront en outre à protéger les Ukrainiens des menaces aériennes ennemies, notamment des avions, des véhicules aériens sans pilote et des missiles. Ces systèmes anti-aériens, est-ce que, colonel, ils peuvent contribuer à faire la différence sur le terrain et à accentuer le rapport de force, comment dire, la supériorité des forces ukrainiennes sur le terrain par rapport aux Russes? Écoutez, ils le font déjà. Parce que si on remonte au début de la guerre, la Russie qui espérait faire une invasion rapide, un blitzkrieg, une guerre éclair pour envahir l'ensemble de l'Ukraine, au début de la guerre, ils ont tapé, détruit un certain nombre de cibles sur les bases aériennes, mais pas les pistes, parce que les Russes voulaient garder les infrastructures pour amener leur logistique. Et surtout, les Russes n'ont pas détruit l'ensemble du dispositif anti-aérien de l'Ukraine. Ensuite, les Américains et les Européens ont livré un grand nombre de missiles solaires je dirais, pratiquement portables, de petite portée. Et en fait, la Russie, qui en théorie a la supériorité aérienne au-dessus du territoire de l'Ukraine, ne peut pas s'y hasarder parce que les systèmes de défense solaire déjà en service sont très efficaces et sont redoutables. Alors, c'est une bonne nouvelle pour l'Ukraine que les Américains viennent renforcer ces systèmes-là, ce qui fait que ça va encore empêcher beaucoup plus l'aviation russe de tenter des incursions au-dessus du territoire ukrainien. Et de tuer. Ulrich Bounat, rapidement. Oui, non, mais effectivement, je pense qu'il y a 2 objectifs. Il y a un premier objectif qui est d'abattre en fait les missiles qui sont envoyés par la Russie sur les cibles civiles ou militaires en Ukraine. Donc c'est l'un des premiers rôles. Et le deuxième rôle, effectivement, c'est un rôle d'interdiction des forces aériennes russes. Et on l'a très bien vu en fait sur la contre-offensive de Kharkiv. L'aviation russe a très peu pu intervenir parce qu'en fait, il y avait notamment des canons Guépard qui ont été fournis par l'Allemagne à l'Ukraine qui en fait ont permis, sont extrêmement efficaces. Et en fait, ont empêché finalement l'aviation et les hélicoptères aussi de l'armée russe d'intervenir pour tenter de repousser l'offensive ukrainienne. Donc c'est extrêmement important. Ces systèmes, ça permet de protéger la population et aussi de soutenir la contre-offensive. La maîtrise du ciel. Permettez-moi de remercier le colonel Lefebvre qui a pris le temps de rester avec nous, ancien directeur des études à l'école de guerre et ancien colonel de l'armée de l'air. Merci beaucoup pour votre expertise. Merci d'avoir été avec nous en direct. On va parler de l'Allemagne que vous évoquiez. L'Allemagne et ses ambitions militaires. Elle veut devenir une puissance militaire en Europe, peser notamment au sein de l'OTAN.
Qu'est-ce que ça signifie? Quelles conséquences pour la France? C'est ce que nous verrons dans un instant. Votre programme avec